Général Thierry Laval, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous-même? Formidablement. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio GM. Vous êtes le gouverneur militaire de Marseille, vous êtes officier général de la zone de défense et de sécurité sud, commandant donc la région Terre Sud. Ce qui est important aujourd'hui, Thierry Laval, si vous le permettez en tout cas, c'est de revenir non seulement sur vous, sur votre parcours, mais aussi sur la fonction elle-même. Est-ce que les gens de ce territoire du Sud savent exactement quelles sont les compétences d'un gouverneur militaire, quelles sont ses actions ici sur le territoire, quels sont les sujets qui le concernent directement? On va commencer d'abord par vous. Vous êtes père de 4 enfants, vous êtes né dans l'Aube, vous avez fait vos études, vous êtes Saint-Cyrien et vous avez opté pour l'arme des troupes de marine et vous avez poursuivi votre formation à l'école d'artillerie de Draguignan. Vous avez servi rapidement en métropole, Nouvelle-Calédonie, ex-Yougoslavie, en Afghanistan, à Djibouti. J'en ai certainement oublié quelques-uns. Et vous avez été nommé ici, le 1er septembre 23, gouverneur militaire de Marseille, donc à la tête de la région militaire. Si on veut faire très court, on peut dire que votre mission principale, c'est la protection de la population. Est-ce un bon résumé ou peut-être me semblerait qu'il serait intéressant que vous puissiez compléter ma définition, Thierry Laval? Alors la mission qui m'incombe sur mon ressort, les 3 régions administratives Occitanie, PACA et Corse, consiste à commander les militaires qui sont en opération sur ces 3 régions. Surtout Sentinelle en ce moment alors. Hein, par exemple Sentinelle, mais aussi lors des campagnes de lutte contre les incendies, les militaires qui sont engagés dans le cadre de la mission Héphaïstos, c'est une vieille mission qui se reproduit tous les étés, et où des militaires et des moyens militaires viennent renforcer les unités de la sécurité civile. Mais c'est tout cela, il s'agit de tout cela, de protéger notre population. De protéger la population, de porter assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle, en cas de catastrophe industrielle, technologique, ou comme avec Sentinelle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Contre le terrorisme, évidemment. Comment décide-t-on de s'engager comme vous l'avez fait? Vous êtes tout de suite très jeune, donc optez plus ça, puisque vous êtes Saint-Cyrien. Et ensuite, vous optez pour différents corps de militaires. Mais c'est quoi? C'est de famille? C'est une volonté qui vous est tout à fait personnelle? Comment s'est fait votre parcours, ce cheminement? Comment s'est-il fait, Thierry Laval? Alors, dans ma famille, il n'y a pas de tradition militaire. Il y a une tradition d'enseignants, d'agriculteurs, d'artisans. Parce que mes grands-parents maternels étaient de Camargue, entre Arles, Port-Saint-Louis, Saint-Lin-de-Giraud. Donc il y a un retour aux sources quelque part. Oui, quelque part, mais Marseille, c'est assez singulier. Hein. Marseille n'est pas Arles. Et puis du côté paternel, c'était plutôt Auvergne, voilà, vers Rodez, Nocel. Et donc pas de militaire dans ma famille, et c'est une espèce de génération spontanée, une vocation. Voilà, dès l'âge de 4 ans. Hein. Voilà, dès l'âge de 4 ans, je savais que je serais un jour soldat. Quoi, j'en avais aucune idée. Et finalement, les armées m'ont accueilli sans les bras ouverts, parce que la seule chose qu'on m'a demandé pour devenir militaire, c'est 2 photos d'identité. Et puis, ensuite, j'ai préparé mes classes préparatoires au lycée militaire d'Aix-en-Provence, juste à côté. Donc, je connaissais de Marseille la gare Saint-Charles, que je fréquentais puisque j'habitais dans la banlieue sud de Lyon, avec mes parents qui étaient instituteurs à l'école publique. Et puis ensuite, tout un parcours que vous avez largement décrit et qui, aujourd'hui, m'amène à Marseille. Sans rentrer véritablement dans les détails, bien évidemment. Je l'ai dit, vous avez servi en Nouvelle-Calédonie, ex-Yougoslavie, l'Afghanistan, et Djibouti. Quels sont les souvenirs forts que vous gardez? Le point commun, c'est que les hommes, quel que soit l'endroit de la planète, sont finalement tous les mêmes. Ils aspirent tous aux mêmes besoins. Connaissent tous les mêmes difficultés face à un monde complexe qui évolue. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que avoir pu un peu parcourir le monde sur les 3 océans, ça m'a donné une autre vision de la France et de ce qu'est la France, cette espèce de pays assez singulier, notamment dans l'Europe. Quand on est français, quand on a notre culture, je me suis rendu compte qu'on avait une vision différente de ce qu'est la planète, et que les autres, les étrangers, nous voient également avec un œil particulier. C'est-à-dire ?
Alors bon, on nous reproche toujours, et c'est souvent fondé, d'être des donneurs de leçons. Ah, si j'étais à votre place, oui. voilà ce qu'on ferait. Oui. Mais dans le même temps, par exemple, mes amis djiboutiens me disaient, vous ne pouvez pas savoir, vous Français, à quel point le fait de parler votre langue et de connaître votre culture nous permet de voir le monde d'une autre manière, par exemple qu'à la manière anglo-saxonne ou... Bien sûr, très différente. Voilà. Puis Djibouti, c'est vraiment un lieu particulier. Oui. Hein, et ça, c'est en parcourant le monde, en rencontrant toutes ces populations que j'en ai vraiment pris conscience. Et que ça a renforcé aussi votre volonté de continuer à battre pour la France, à représenter la France. Et oui, parce que finalement, vous savez, les Français se plaignent souvent, hein, les Gaulois, qui sont jamais contents, on a toujours en train de se disputer. on a remarqué, oui. Mais s'ils savaient à quel point le monde les envie. Et ça n'a été que renforcé par tout ce que vous avez pu découvrir à travers le monde, évidemment. Vous faites partie d'une génération où la France allait défendre, combattre à l'extérieur, dans d'autres territoires. Aujourd'hui, ce sont des choses qui nous sont parfois reprochées. Hein, cela ne vous a pas échappé. Et lorsqu'on entend la volonté, en tout cas, la possibilité pour la France d'aller demain défendre, pourquoi pas, aller en Ukraine, défendre l'Ukraine contre l'attaque Russie. Ces propos sont assez mal pris en disant qu'on a un côté guerrier, sans vous demander de juger la politique, loin de moi cette idée, évidemment, Thierry Laval. C'est aussi notre devoir de défendre les peuples opprimés. Alors, je voudrais rappeler ici que chacune de nos opérations s'est passée soit dans le cadre d'un mandat confié par l'ONU. L'ONU, bien sûr. Donc, absolument non seulement légitime, mais aussi légal. Et aussi à la demande des pays sur lesquels nous sommes intervenus. D'ailleurs, à leur demande, on s'en va aussi quand on nous le demande. Exactement. Voilà, donc c'est le respect de la pleine souveraineté des États avec qui nous sommes partenaires et auprès de qui nous intervenons. Mais c'est la première fois qu'il y a une menace si proche de nous en Europe. Et c'est vrai, enfin en Europe, même si l'Ukraine ne fait pas encore partie de l'Europe, mais d'un point de vue géographique, qui est très très proche de nous. Et c'est vrai que même vous n'avez jamais véritablement vécu, bon peut-être avec l'ex-Yougoslavie, mais oui, voilà, c'était assez proche proche l'ex-Yougoslavie en fait. C'est quelque chose qui nous touche encore plus. Est-ce que vous aussi vous avez cette notion, ce sentiment de proximité de la guerre ? Oui, quand on observe la Méditerranée, nombreux sont les pays sur son pourtour qui sont l'objet de conflits. Mais dans le même temps, vous savez, si l'on dézoome, qu'est-ce que nous enseigne l'histoire ? C'est la guerre et le mode permanent. La paix ne sont que des parenthèses. C'est pas comme ça que vous allez me rassurer, gouverneur. Si, parce que finalement, les parenthèses peuvent être de plus en plus longues. Par exemple, regardez notre génération. Elles le sont, on n'a pas vécu de Depuis guerre. 1945, il n'y a pas de guerre sur le territoire. En tout cas, sur notre territoire, bien sûr. Sur notre territoire. Bien sûr. Voilà, et il y en a partout ailleurs, tout le temps. Et ce sont bien les hommes qui font la guerre, même s'ils ne savent pas la guerre qu'ils font. Exactement, même si tout le monde n'attend que la paix, ce sont eux qui font la guerre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. À la fin, un de mes amis, là encore djiboutiens, j'ai beaucoup appris à leur contact, à propos du Yémen, me disait, vous savez, à la fin, de toute façon, ce sont les pauvres qui meurent. Et c'est vrai que le Yémen est en face de Djibouti. Oui, juste en face. Et on a beaucoup entendu parler du Yémen ces derniers temps. Avec le contrôle du Bab el-Mandeb, le détroit, là, qui est l'accès. Et nous, on est juste Djibouti est juste à l'entrée, et donc c'est une position extrêmement stratégique, et d'où l'importance de ce lieu. Alors, depuis 2015, vous avez aussi l'opération Sentinelle, donc la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe beaucoup de votre temps et du temps de nos militaires? Alors moi, c'est ma mission première, donc ça occupe l'essentiel de mon temps. C'est pour ça que l'Hexagone est articulé en 7 régions. Donc moi, j'en commande une. Sentinelle, c'est une force extrêmement réactive qui a démontré son efficacité donc, depuis toutes ces années et qui est centré sur la lutte contre le terrorisme. Et on les voit. Et vous les voyez, et par exemple, après l'abominable attaque du 7 octobre, à Marseille, dès le lendemain, les dispositifs étaient doublés pour venir protéger les sites de la communauté. Voilà, c'est la mission de Sentinelle. Et Sentinelle respire. Sentinelle est capable d'augmenter, de monter en puissance extrêmement rapidement, là où il y a un besoin, mais agile, de rentrer ensuite dans nos garnisons pour reprendre nos entraînements ou nos autres missions.
lorsque la menace s'éloigne. C'est-à-dire vous êtes en permanence en train d'adapter Exactement. le travail des équipes, des troupes de sentinelles, de façon à pouvoir aller là où c'est nécessaire au bon moment. En 12 heures, je peux mobiliser des renforts n'importe où dans ma zone. Et comme vous le dites partout, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez aussi la Corse, dans votre giron. C'est tout ce grand sud avec les petites îles aussi qui sont tout autour d'Auch à Nice, jusqu'à Ajaccio. Ça fait quand même un ça fait 21 départements. C'est une des plus grandes régions militaires. Oui. C'est la zone sud. Donc elle est à la fois vaste avec 21 départements et elle est aussi dense puisqu'elle y accueille globalement un tiers des armées. Et bien sûr, vous travaillez en proximité avec de nombreuses hautes autorités nationales, évidemment, pour faire tout ça. Vous en êtes l'acteur majeur. Du préfet. Sous l'autorité du préfet de région. De zone, qui est lui-même préfet de région, et des préfets de département. Et dans chaque département, j'ai une délégation militaire départementale qui est en fait mon bras armé dans le département et qui est l'interlocuteur direct du préfet. Voilà, comme ça on comprend mieux comment les choses s'articulent, bien évidemment. Je sais qu'il vous tient à cœur d'avoir un rôle important auprès de la jeune génération. On pense bien sûr, alors quand je pense à vous et qu'on me dit jeune génération, je pense au service militaire volontaire par exemple. Je pense aussi à cette école des porte-drapeaux que nous avons à Marseille, qui je crois est la première du genre en France. Oui. Mais c'est bien plus que ça, évidemment. Vous devez certainement aussi déployer vos connaissances et vos équipes dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour parler évidemment d'un engagement civique et républicain. Oui, ce qu'il y a d'exceptionnel avec la jeunesse et qui est le point commun intergénérationnel, quoique souvent les anciens en disent, c'est que la jeunesse, pour l'avoir commandée depuis 30 ans, elle est extrêmement généreuse, elle est spontanée, elle a des vraies valeurs. Et dès qu'on s'en occupe, sincèrement, je vous garantis qu'elle nous le rend magnifiquement. Il y a un vrai retour. Ouais, il y a 4 ans, on m'a confié la responsabilité d'un dispositif militaire d'insertion sociale et professionnelle pour des jeunes ultramarins. Bien cabossés par la vie, en grande difficulté sociale, humaine, et bien, il y en avait 6000, nous en accueillions 6000 par an. Donc des enfants dont on dit qu'ils ont tout échoué, que ce sont des bons à rien, quand au bout de quelques mois, on arrive à leur faire reprendre conscience de leur estime d'eux-mêmes, les remettre sur les voies de leur personne, leur humanité, de la citoyenneté, et qu'ils arrivent à décrocher un boulot pour un peu plus de 80% d'entre eux, c'est quand même bien la démonstration que quand on s'occupe de la jeunesse, elle s'en sort. Et à Marseille, c'est un des éléments du projet Marseille en grand. Marseille accueille depuis 2 ans une antenne du service militaire volontaire qui accueille 100 jeunes Marseillais. C'est ce que j'allais vous demander, combien de jeunes chaque année? Voilà, 100 par an, le dispositif est calibré ainsi. Il y a beaucoup de volontaires, et alors là, pour le coup, ils trouvent un travail à l'issue à plus de 95%. Vous voyez, donc ça fonctionne. Ce sont des jeunes qui viennent de ce qu'on appelle les quartiers. Un peu difficiles, et que vous accompagnez, que vous formez, et qui ensuite sont aptes à pouvoir retourner. Avec des règles de base, vous savez. Se lever à l'heure. Exactement. Être à l'heure, être en tenue, se respecter soi-même, ses camarades, ses chefs, travailler en sécurité. Ce qui pour vous et nous semble naturel, mais c'est ce qui manque aussi, c'est cet encadrement-là qui manque. En fait, vous leur donnez un encadrement. Un cadre. Absolument. On les sort de leur ornière, parce qu'il y a autre chose au-delà des 2 rues après le quartier. Exactement. Il y a autre chose à faire de sa vie. Et l'école des porte-drapeaux Alors ça, c'était magnifique. Vous savez, le plus jeune a 11 ans. Ça, c'est formidable. C'est extraordinaire, et quand je les vois lors des cérémonies avec leurs grands anciens, et je trouve que ça donne un sens formidable de cohésion intergénérationnelle et des valeurs. Vous savez, parce que l'histoire, et votre communauté le sait bien, on peut vite l'oublier. Et même si on ne l'oublie pas, mesurer ce qui s'est vraiment passé, c'est encore autre chose. Le mémorial du camp d'Émile est là aussi pour nous le rappeler. Et je crois que sans cesse, il faut expliquer, témoigner. Et malheureusement, les années passant, les témoins... on voit que les porte-drapeaux sont de plus en plus âgés, donc l'idée c'est qu'eux expliquent aux plus jeunes et qu'ils prennent ensuite la relève. Et lors des cérémonies, nous expliquons le sens d'une cérémonie. C'est pas du tout ésotérique. Chaque moment de la cérémonie porte des valeurs fortes de notre République, la cohésion nationale, le dévouement, l'abnégation, la solidarité intergénérationnelle. Voilà. Et tout ça, pas pour réchauffer des cendres, mais pour éclairer l'avenir. Absolument. Et il me semble même qu'il existe ici un prix du gouverneur militaire de Marseille sur le travail qu'on donne pour un travail collectif qui a été fait qui sensibilise la jeunesse justement à l'esprit de défense, au lien entre armée et nation, au devoir de mémoire, et c'est un prix que vous remettez, vous, en tant que gouverneur militaire. Voilà, tous les ans, nous sélectionnons
le travail de collèges qui se sont engagés de manière volontaire. Ce sont des classes qui travaillent tout ensemble hein, sur un projet. Avec leurs professeurs, très motivés. C'est toujours très surprenant, très émouvant. On aurait envie de tous les récompenser, tous les primer, mais bon, voilà, le prix distingue celui qui nous aura le plus ému, celui qui fait le plus de sens, et c'est très circonstanciel. Et vous remettez ça en fin d'année ? On le remet là, au printemps. Au printemps. Voilà, Chaque année, je me souviens d'un travail qui avait été fait par une classe de 3e, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était assez formidable. Et je trouve que c'est important d'en parler, évidemment. Et justement, la semaine dernière, Madame Miralles, notre ministre et des anciens combattants et de la mémoire, était justement à la rencontre de cette classe qui a eu l'année dernière le prix, le prix du gouverneur. Oui, c'était un grand moment. Et puis ce sont des choses aussi qui changent tout après. Ces enfants sont forcément différents après. Oui, il y a des rencontres qui peuvent changer des vies. C'est le but. Hein. Je pense que c'est véritablement le but aussi de ce prix. Et puis je voudrais terminer avec quelque chose qu'on sait peut-être moins sur votre sujet. Vous êtes également peintre officiel de l'armée. Alors Thierry Laval, je pense quand même que ça mérite quelques explications pour nos auditeurs. Donc déjà, ça veut dire que vous êtes peintre, et un bon peintre. Et comment devient-on peintre officiel de l'armée ? Alors d'abord, il faut maîtriser un petit peu la technique. Oui, ça je m'en doute. Après, on peut avoir des abstraits, non, je pense pas. Pour redevenir peintre, eh bien, il faut se porter volontaire. Qu'est-ce qu'un peintre ? C'est un artiste qui a décidé de mettre ses talents au service du rayonnement d'une armée. On peut être peintre de l'armée de terre, ce que je suis, ou de la marine, ou de l'armée de l'air, et la gendarmerie également a ses peintres. Donc, est-ce que tous sont civils ? Tous sont des artistes professionnels ? Nous sommes 2 seulement à être militaires, un photographe et moi, puisqu'il y a trois grandes familles. Il y a les peintres, tout type de peinture, et il y a les sculpteurs et les photographes. Il y a aussi les sculpteurs. Voilà. Donc le titre est un titre générique qui en fait regroupe tous les arts, les manières artistiques. Les artistes en fait, voilà, qui portent l'image de l'armée. Donc on répond on répond, on se porte volontaire, on présente un book sur son travail, donc pourquoi veut-on le faire, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel est notre projet, quel est le sens de notre démarche lorsque l'on candidate pour contribuer au rayonnement d'une armée. Et puis il y a un jury avec le chef d'état-major mixte de militaires et des camarades artistes. Ah, d'artistes, d'accord. Voilà, donc ils choisissent. Il y a 2 grades, être agréé et ensuite être titulaire. Vous êtes titulaire ? J'ai pas encore. Je serai titulaire cette année, normalement, puisqu'il faut avoir 3 renouvellements d'agrément pour pouvoir être titulaire. Enfin devenir titulaire. Oui, donc il n'y a pas de passe-droit. Absolument, et quel que soit son grade. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu un bel article dans le Figaro Magazine en début de mois sur les peintres de l'armée. Ouais, c'est assez intéressant. Hein. Ouais. Et ensuite, c'est vous qui proposez ou on vous dit on aurait besoin d'un tableau pour ceci, cela Alors, tous les ans ou tous les 2 ans, selon les armées, il y a une grande exposition qui est organisée par armée sur un thème. L'engagement, la cohésion, les valeurs, la blessure, la reconstruction. Voilà. Et puis, il y a de nombreuses autres expositions qui sont organisées tout au long de l'année, auxquelles on participe en fonction de nos disponibilités. Et bonne nouvelle pour Marseille. Le salon cet été, voilà, une grande exposition qui va rassembler les peintres de toutes les armées aura lieu pour commémorer les 80 ans de la libération de la ville. Ça tombe bien, puisque c'était la dernière sujet que je voulais aborder avec vous. Ça se prépare pas en quelques jours, ce genre de choses, une commémoration de la libération de notre ville, les 80 ans. Qu'est-ce qui va se passer ? Donnez-nous juste un petit peu, mettez-nous l'eau à la bouche pour être impatient de cette fin de... Alors les 80 ans à Marseille, ça va vraiment être quelque chose de fantastique. Monsieur le maire nous a sollicité et... Nous attendons la patrouille de France, nous attendons bien évidemment un défilé avec des participants dans les tenues d'époque. Nous attendons, il y aura plusieurs cérémonies bien sûr emblématiques et la ville organise aussi de son côté un parcours avec des photos fantastiques. On a justement de cette libération. Voilà. Juste avant, et ça aura lieu fin août, le 27 août. Juste avant fin juillet, il y aura aussi une commémoration à propos de Saint-Exupéry, vous savez, dont l'avion s'est fait abattre. Absolument, on a retrouvé la gourmette. Exactement. Voilà, et je crois qu'il faut pas l'oublier.
Et puis, à cheval sur tout l'été et la période de rentrée scolaire, donc cette exposition de peinture. Qu'on pourra tous découvrir. Voilà, et quand il y a ces expositions, chaque corps militaire, enfin, on peut faire son choix, on achète, comment ça se passe? Alors, selon les artistes, certains mettent leurs œuvres en vente. Oui. D'autres les offrent. D'autres les offrent, ou alors ce sont des collections privées, ils les gardent, ou elles ont déjà été. Très bien. Voilà. Ce qui fait un peu le front aussi de l'armée. Mais écoutez, Oui, merci beaucoup Thierry Laval pour toutes ces précisions. Je vous en prie, merci à vous. Merci Général, je rappelle donc que vous êtes gouverneur militaire de Marseille, merci de nous avoir accordé ces quelques instants, et puis là avec les commémorations qui vont commencer, je pense que on va souvent vous croiser. Et l'arrivée de la flamme olympique aussi, le 8 mai. Voilà, et en même temps le 8 mai, on était déjà sur une date que nous D'ailleurs, nous célébrions. avons une jeune militaire, une caporal-chef, militaire du rang de l'armée de terre, qui a été sélectionnée par la région pour porter la flamme, figurez-vous. Alors, nous sommes extrêmement fiers. Et il n'y a pas que des sportifs, en fait, évidemment. Oui, voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.